Chers amis, nous arrivons au terme de cette agora, aussi vais-je m'efforcer de faire court pour vous épargner un petit peu. Afin de clôturer cette journée, je voudrais aborder avec vous, vous exposer finalement en 4 points ce qui différencie les cariatides des autres mouvements. Ces 4 points sont d'après nous le tuteur nécessaire à tout redressement de la féminité française. Premier point, nous rejetons explicitement le féminisme, non seulement comme idéologie, mais encore comme vocable. À la place, nous embrassons le terme de nationalisme, sous lequel notre combat fusionne avec celui de nos camarades masculins, qui eux aussi s'appellent les nationalistes, comme vous pouvez le voir derrière moi, même si le drapeau s'est décroché. Le féminisme réclame l'égalité à travers des droits et s'enferme dans un monde où la femme se définit en opposition constante à l'homme. Le féminisme est finalement gorgé d'une peur qui ronge ses partisanes, la peur que l'homme reprenne le dessus et dicte sa volonté à la femme. La femme nationaliste trouve dans le combat au service de son pays une forme d'égalité, oui, dans la mesure, une égalité organique dans la mesure où elle se définit comme la partenaire indispensable de l'homme dans l'édification d'un avenir commun, d'un avenir tout court. Au cœur de notre doctrine, nous prônons le rejet radical de la mentalité bourgeoise qui se fait une fausse idée du bonheur, qui envisage le bonheur comme une émancipation totale des cadres, de la nature et de toute forme d'institution. Les cariatides portent en elles quelque chose de profondément prolétaire, paysan, populaire, et en même temps, une aspiration aristocratique à l'élévation. En effet, nous affirmons que c'est dans notre féminité que nous trouverons la force de surmonter la terreur que le féminisme a instillée face au patriarcat et, disons-le, face aux hommes. Comme les paysannes et maîtresses de maison d'autrefois, nous ne dramatisons pas la hiérarchie homme-femme. Nous sommes les obligés volontaires de ceux qui apportent ce que nous n'avons pas au projet commun que nous gardons. Notre soumission est choisie, non comme une fin en soi, mais comme un instrument au service des grands projets d'avenir que notre peuple doit porter et porte en lui. Notre dignité est égale à celle des hommes dans les tâches que nous accomplissons, et pour cela, nous méritons le respect, la protection, le dévouement et même l'admiration. Car la soumission n'implique pas de se réduire, de prendre moins de place, de se transformer en une espèce de plante verte insipide là qu'on met sur le côté. Non. La soumission implique plutôt de se choisir des hommes plus forts que soi pour préserver les trésors et la magie que nous avons à offrir au monde. Les féministes peuvent très bien nous psychanalyser, affirmer que nous avons finalement intériorisé les normes du patriarcat et que nous sommes les esclaves volontaires d'un système qui a été bâti par les hommes. Bon, si ça leur chante, elles peuvent le dire. Nous leur répondrons que finalement, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont intériorisé les abus que les femmes ont pu vivre au cours des siècles, au point de se définir par rapport à ces abus, au lieu de les combattre de front et de ne pas se laisser enfermer par eux. C'est pour cela que nous n'avons pas peur d'utiliser les termes qui choquent, comme soumission volontaire, parce que nous ne vivons pas dans le monde du contrat social, ni de l'égalité de naissance. Nous vivons dans le monde réel, où l'homme est soumis à la famille où il naît, aux parents qui l'ont nourri, au curé de sa paroisse, au maire de son village, aux lois morales, au rythme des saisons, du soleil, des pluies, de la neige, à la fureur des océans, aux caprices des volcans et des tempêtes, à la rotation de la terre, au mouvement de la lune, à l'attraction terrestre aussi, au froid, aux adversités, au chagrin, aux nécessités vitales, à la mort, enfin, et à la volonté de Dieu. Et la femme sait, et sans cela, mieux que l'homme. Nous avons le rôle sacré de rappeler à l'humanité que si l'homme est bien le maître de la création, il est aussi créé, créature, toute simple, toute petite et soumise à des desseins supérieurs. Alors, nous n'avons pas peur de faire nôtre le terme de soumission volontaire parce que c'est là même que nous retrouvons notre supériorité, notre puissance, dans cette connexion intime à la dimension tragique de la vie, sans laquelle elle n'aurait aucun prix, aucune saveur, aucun attrait. Deuxième point. En alternative à la sororité féministe ou marxiste, souvent abstraite et universaliste, nous proposons une sororité profondément communautaire, où les liens entre femmes sont au service direct du combat politique. Nous refusons de dissocier le communautaire du politique. Nous assumons le combat identitaire et civilisationnel européen
en défendant l'existence des nations européennes dans leur distinction. Ainsi, sans verser dans un européisme guidé par une réaction pulsionnelle à l'invasion migratoire, particulièrement prégnante en France, il faut le dire, nous assumons pleinement nos liens avec des militantes nationalistes étrangères. Les Cariatides sont d'ailleurs le mouvement féminin français qui possède le plus large réseau européen féminin authentiquement nationaliste par-dessus le marché. Vous avez pu entendre quelques-unes de nos sœurs de combat aujourd'hui, grecques, polonaises, espagnoles, hongroises, et nous en avons bien d'autres. En Italie, en Serbie, nous avons nos sœurs serbes du mouvement Rosetta, dont les camarades sont aujourd'hui présents, en Roumanie aussi, et en Allemagne. Ces militantes défendent leur nation, leur souveraineté, leurs frontières et leur féminité. Récemment, d'ailleurs, les Cariatides ont reçu une invitation de la part de l'Union des femmes orthodoxes de Russie afin d'adhérer à une déclaration internationale pour la défense de la famille. Et très honorées par cette invitation, les Cariatides ont répondu présentes et ont déposé il y a quelques jours leur demande d'adhésion à cette déclaration internationale pour la défense de la famille. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que seul le nationalisme aboutit à des actions concrètes, même au niveau européen. L'européisme est complètement évanescent. Troisième point, nous adoptons une vision holistique et organique de la féminité, refusant de définir la femme uniquement par rapport à l'homme, comme le fait en réalité le féminisme dans son étroitesse réductrice. Au contraire, nous la situons par rapport à la fin commune des hommes et des femmes, à savoir la famille et la nation, parce que la nation est conçue comme une grande famille de familles. Pour nous, la femme assume un rôle actif dans la nation, et pour ce qui nous concerne dans le destin national français qui est unique au monde. La femme est à nos yeux la première responsable du destin d'un peuple, collaboratrice essentielle des hommes dans la cité, chacun s'ordonnant au bien commun en fonction de ses qualités, de ses aptitudes propres et des nécessités de son sexe. Ainsi, sans renier le déterminisme biologique ni les exigences naturelles de la féminité, nous ouvrons à la femme une voie de transcendance authentique, propice à un bonheur profond et épanoui. Quatrième et dernier point, les Cariatides sont engagés, sont impliqués dans un combat eschatologique où s'affrontent deux visions irréconciliables du monde. D'un côté, la société ouverte, promue par le judaïsme politique, qui est le soutien financier de tous les cosmopolitismes et du féminisme, même de droite. Contre, d'un autre côté, la société protégée, organique et close sur ses valeurs nationales. Nous considérons le féminisme comme un bras armé de ce judaïsme politique qui empoisonne les peuples, et nous allons même jusqu'à soutenir les femmes du monde qui luttent contre ces poisons, à l'image des femmes perses qui résistent aux influences globalistes en dehors de l'opposition stérile au régime iranien. L'affaire Epstein illustre parfaitement quelle est cette élite corrompue au sommet de la société ouverte que nous combattons, qui révèle aujourd'hui ces réseaux de dépravation morale et de domination occulte et qui justifie une croisade des peuples pour restaurer des sociétés protégées, fidèles à leur essence civilisationnelle. Bon, j'avais dit que j'énoncerais 4 points, mais j'ai menti, n'est-ce pas, puisque je dois ajouter un 5e point. Je vais vous faire l'affront d'être plus long que prévu, n'est-ce pas. Les femmes, dit-on, seraient bavardes, donc je vais honorer un peu la tradition. Il reste quelque chose qui nous différencie des autres mouvements, et c'est à n'en pas douter le point le plus important. Aussi convient-il de clôturer cette agora sur ce point en l'évoquant. Le matin du 17 mars 45 avant Jésus-Christ, César commande 40 000 légionnaires. Face à lui, le général Pompée, au-dessus le surplombe, avec 80 000 hommes prêts au combat et armés. Le calcul est vite fait, les légionnaires du grand César ne sont pas complètement inaptes aux mathématiques. La défaite est certaine, la mort inéluctable. Il n'y a vraiment aucune chance de réussir. Alors c'est la grande débandade. Les légionnaires commencent à quitter leur poste, à s'enfuir. Ils quittent les rangs. Alors César les harangue, il essaye de les retenir, mais rien n'y fait. Alors lui-même, il jette son casque, son glaive, sa cuirasse, il descend de cheval, il attrape carrément ses légionnaires au col. Restez là, restez là. Non, rien n'y fait. Et le grand César est bousculé par ses propres hommes qui sont en train de s'enfuir.
le grand César est bousculé par ces légionnaires qui quittent leur poste, qui s'en vont. Mais quelle humiliation! Tout est perdu. Alors César se jette. Il arrache le bouclier d'un légionnaire à côté de lui et il s'en va. Il fonce comme un forcené, comme un malade mental, vers les lignes ennemies, promis à une mort certaine. Le soir même, la victoire est à lui. En 1975, le communiste Pol Pot marche sur Phnom Penh avec une poignée finalement de militants. Il marche sur la capitale du Cambodge et en 48 heures, il vide la ville de ses 2 millions d'habitants et il les envoie en exode rural vers les campagnes pour servir l'Angkar. En 48 heures. Quel est le rapport entre ces deux événements qu'a priori rien ne relie? La présence d'une foi. La foi inébranlable, la foi brûlante et fanatique, la foi qui s'acquiert et se renforce dans le combat quotidien. Une foi telle qu'elle quitte le domaine de la croyance pour s'accaparer celui de la certitude. De bien ou de mal en politique, rien ne s'est jamais fait de grand sans la foi. Et nos adversaires ont bien une foi, un fanatisme inébranlable, une conviction aussi simple qu'elle est puissante. Ils croient que leur messie matérialiste arrive et apporte le triomphe de leurs idéologies. Pour eux, il arrive. C'est une certitude, pas une croyance, pas un espoir. C'est pour cela que nous devons combattre aussi sur ce terrain. Nous devons concurrencer nos ennemis et les dépasser même dans ce degré de foi. Foi religieuse et foi politique. Nous avons la chance d'être du bon côté, alors nous n'avons aucune raison de désespérer. Cette foi est ce qui distingue les cariatides des autres mouvements. C'est la foi de Sainte Jeanne d'Arc qui rétablit la France au moment où tout semblait perdu. C'est la foi de Sainte Geneviève qui arrête Attila qui était en train de conquérir le monde avec un simple sourire de femme, mais en réalité ce sourire c'est la foi de Sainte Geneviève. Et ce n'est pas juste une foi miraculeuse qui descend sur nous comme ça, non. C'est aussi un fiat, un oui, celui de la Vierge Marie, celui d'une adhésion personnelle et volontaire, peut-être même volontariste et forcenée, comme César qui fonçait tout seul contre 80 000 légionnaires, pour accoucher de l'avenir et du salut national. Et pour les mamans ici présentes, tout le monde le sait, l'accouchement, ce n'est pas quelque chose de passif. Et avec cette foi, il faut toujours une petite dose d'arrogance. Alors si vous me demandez « Comment t'appelles-tu » je répondrai « Hilda ». Et si vous me demandez « Dans quel groupe es-tu » je répondrai « Je suis aux Cariatides ». Si vous me demandez « Et que fais-tu aux Cariatides » je ne répondrai pas « Je milite ». Je répondrai « Je fais une révolution nationale et une révolution, ça ne s'arrête pas ». Alors je vous dis à la victoire.